Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glastotrip, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Glastotrip, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de la catégorie information pratique, pour ne pas dire information absolument nécessaire, puisque nous allons vous dire tout ce qu'il faut savoir pour avoir une chance d'obtenir le Graal, un billet pour Glastonbury. En ce qui concerne les news, à la fin de l'épisode, nous allons continuer sur les spéculations, puisque nous n'avons toujours aucun nom qui a été annoncé par le festival, et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'a toujours rien à cette période de l'année. Et on commence tout de suite par vous expliquer la particularité des billets de Glastonbury. Et la particularité du ticket de Glastonbury, c'est qu'il est personnalisé. Personnalisé avec quoi comme info ? Avec déjà en premier lieu la photo du festivalier. Donc chaque personne a son billet avec sa photo. Et évidemment en plus, son nom, son prénom, son adresse, son code postal. On va voir que le code postal c'est important. Et un numéro d'enregistrement, un identifiant d'enregistrement qui est très important lui aussi. Et pourquoi on a toutes ces informations sur le billet ? Pour pas qu'on puisse vendre son billet. En fait, la particularité de Glastonbury sur l'ensemble des festivals que je connais, c'est même pour les concerts, c'est la même chose. On peut acheter un ticket et après le revendre sur des sites spécialisés dont j'ai oublié le nom. En tout cas, effectivement, pour éviter les échanges de tickets, etc., à Glastonbury, ce qu'ils ont fait, parce que la pression sur la vente, elle est quand même super importante et il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes folles pour assister au festival. Donc, depuis très longtemps, les tickets sont nominatifs avec la photo d'identité. Est-ce que ça aide vraiment à lutter contre le marché noir ? Est-ce qu'on a des chiffres sur ce sujet ? Question piège. Non, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres pour la simple et bonne raison que les personnes qui sont dans le festival sont censées être les personnes à qui appartiennent les tickets. La seule façon d'arriver à passer, ce serait d'avoir un ticket avec une photo qui correspond de façon assez proche à son propre visage. Parce qu'à l'entrée, la première chose que les stewards vont faire à votre arrivée, c'est de regarder le ticket et de regarder votre visage. Même, ils demandent d'enlever la casquette, les lunettes de soleil, ce genre de choses-là. Donc, en fait, ils font un vrai contrôle visuel. Si ensuite, ils ont un doute, ce qu'ils vont faire, c'est demander une pièce d'identité pour vérifier le nom et le prénom. Il se pourrait que quelqu'un, je sais pas, la photo soit un peu mal foutue ou quelque chose comme ça. Je confirme qu'il vérifie. Ah ouais, il vérifie, hein. Il regarde bien le ticket, il regarde bien ta tête, il fronce les sourcils quand t'as pas la même tête. Donc, a priori, les gens qui sont rentrés dans le festival, c'est les gens qui sont vraiment les propriétaires des tickets. Maintenant, si on a la chance de trouver un sosie... Mais bon, ça doit être assez difficile de trouver quelqu'un qui veuille vendre son ticket et qui ait la même tête que moi, quoi. Mais donc s'il y a la photo sur le billet, ça veut dire que le jour de la vente, il faut que tu aies préparé une photo à uploader sur le site ? C'est exactement ça. En fait, le processus pour acheter un ticket pour Glasto est composé de 4 étapes. Et la toute première étape, celle à accomplir le plus rapidement possible, c'est l'enregistrement. Et l'enregistrement consiste effectivement à donner l'ensemble de ses coordonnées, dont la photo. Avant la vente. Avant la vente. En fait, le site sur lequel on peut créer son enregistrement est ouvert jusqu'à environ une semaine avant toute opération importante. En gros, les 3 étapes suivantes qui sont soit des ventes, soit le paiement du solde, mais on verra un peu plus tard en quoi ça consiste.
Ça veut dire que avant la vente, et même si possible, le plus largement possible avant la vente, il faut s'être enregistré. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut comme information pour s'enregistrer? La première chose à fournir, c'est une adresse email. Parce que en fait, il y a quelques années, le système fonctionnait avec une adresse email qui servait de login et un password. Ils ont supprimé tout système de password. Maintenant, ça passe systématiquement par la boîte mail. Donc en fait, on fournit son adresse email et on reçoit un email avec un lien. Donc quand on crée l'enregistrement, ça fonctionne sur le même principe. On donne une adresse email, on reçoit un lien et on clique sur ce lien. Et donc déjà, ça valide le fait que effectivement, on ne s'est pas trompé dans son adresse en la tapant. Parce que en fait, finalement, cette adresse email, ça va remplacer tout système d'identification. Il n'y a pas de mot de passe. Donc il faut bien s'assurer d'avoir une adresse mail qu'on va garder de façon pérenne. Après, c'est possible d'en changer, mais bon, en gros, il vaut mieux éviter, quoi. La deuxième chose qu'on demande, c'est une photo. Alors, donc, on l'a compris juste avant, la photo, c'est super important. Donc, c'est une photo, genre photo d'identité. Bon, c'est pas rigoureux comme sur un passeport, mais il faut quand même que la photo soit bien éclairée, qu'on reconnaisse bien le visage. Donc il faut pas mettre de chapeau, de lunettes, enfin sauf si c'est des lunettes de vue, j'imagine. Enfin, faut que le visage soit clairement visible. Et la photo, elle est vérifiée. Il y a quelqu'un qui va vérifier la photo et vérifier qu'elle est conforme. Ce qui fait que en fait, l'enregistrement, une fois terminé, il n'est pas validé immédiatement. Ça peut durer 24 ou 48 heures. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, j'ai une interrogation là. Est-ce que tu peux mettre à jour ta photo pour la revente? Alors, j'ai fait l'expérience. Je suis allé vérifier les enregistrements pour regarder un petit peu, là, pour préparer l'épisode. Et je suis allé sur le compte de ma fille, qui a pas de ticket, et je peux changer la photo. Et je suis allé sur mon propre compte, qui est un ticket, et je ne peux pas changer la photo. Donc, c'est bien fait. Ouais. Ouais, d'accord. Parce que moi, je me disais, quelque part, à la revente, si t'as pas envie finalement d'y aller, que tu te dis, ouais, je la revendrai bien 500 $. Tu fais une mise à jour de ta photo, mais même, ils doivent contrôler contre les deux photos. C'est bien le même type sur le truc, quoi. Eh ben, c'est pas possible, effectivement. Hmm. Et ensuite, on fournit des informations usuelles, donc type nom, prénom, numéro de téléphone. Il faut penser à le donner en format international. Donc en France, ce sera plus 33 et on enlève le premier zéro. Donc par exemple, pour un 06, ça fait plus 33, 6 et la suite. Et ensuite, le pays de résidence, l'adresse. Et donc dans l'adresse, il va y avoir le code postal. Et le code postal, ça aussi, c'est quelque chose de super important parce qu'en fait, il va faire partie de l'identification qui va être utilisée au moment de l'achat des places. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais mémorisez à ce stade que, en fait, le code postal, c'est une chose super importante. Et quand vous écrivez votre code postal, évitez, par exemple, si vous habitez à Paris dans le 15e arrondissement, écrivez d'écrire 75 espace 015. Mettez tout d'un seul tenant. Évitez les caractères spéciaux, les espaces, etc. tant que vous pouvez le faire. Les accents aussi, évitez tous les accents. Parce que en anglais, les accents, ça n'existe pas. Et il y a certains systèmes informatiques qui les supportent mal. Et après, s'ils impriment une adresse ou quelque chose comme ça avec des accents à l'intérieur, ça peut déconner. Bon, objectivement, je pense qu'aujourd'hui, ils ont plus ce problème, mais il y a eu une période où c'était pas top. Donc, c'est une bonne idée. De toute façon, en français, accent ou pas accent, tout le monde comprend. Donc, dans les noms, prénoms, et puis les adresses, etc. Éviter les accents, éviter les espaces inutiles, etc. Et après, il y a une série de cases à cocher assez usuelles. Accepter les conditions, enfin les CGU, ce genre de choses. Il y a une case à cocher pour les moins de 16 ans.
Donc il faut indiquer que si la personne qui veut son ticket a moins de 16 ans, elle sera bien accompagnée par un adulte. Et puis il y a une dernière case à cocher pour être abonné à la newsletter. Usuellement, c'est le genre de case que je coche pas, mais dans le cas de Glastonbury, c'est plutôt utile. Ils envoient un peu de pub, mais pas grand-chose. Et au moins, on est sûr d'avoir toutes les informations sur tout ce qui peut arriver, etc. Donc, c'est plutôt bien de cocher cette case. On n'a pas précisé que pour les enfants de 12 ans et moins, il n'y a pas besoin de faire tout ça, puisqu'ils n'ont pas besoin de ticket pour entrer sur le festival, si je ne dis pas de bêtises. En effet. Mais du coup, c'est pas de ticket, pas de réservation. Enfin, si, t'as une réservation. C'est-à-dire qu'au moment où tu Rien prends du ton tout. ticket, tu Rien. dis que t'es accompagné ou même pas du tout. Tu peux te Rien. pointer comme ça avec tes gamins quand tu veux. Ouais. Alors après, je sais pas, il y a peut-être une limite par personne du nombre d'enfants que chaque personne peut amener avec lui, mais j'ai jamais rien lu à ce propos. Donc ensuite, après l'enregistrement, la deuxième étape, ça va être la prévente. C'est l'étape la plus stressante. Ça se passe à peu près début novembre. Il y a deux choses qui se passent la même semaine, puisqu'il y a le jeudi soir, à 19h heure française, ils mettent en vente les billets de Glastonbury avec le car. Et le dimanche matin, à 10h, toujours heure française, ils mettent en vente les tickets simples, donc sans moyen de locomotion. Ok, il faut peut-être expliquer ce que c'est que ces tickets plus car qui sont vendus le jeudi soir. Déjà, ils sont moins nombreux que les tickets simples. Alors, j'avais en tête un chiffre, il me semble que c'est 20 ou 25 000 tickets comme ça qui sont vendus. C'est vendu comme ça pour inciter les festivaliers à pas prendre de véhicules individuels, mais à utiliser les transports en commun. Donc, un certain nombre de tickets sont réservés aux personnes qui vont voyager en transport en commun. Et donc, en fait, le principe, c'est que au moment de la prévente, les gens vont indiquer le jour. Ils ont le choix entre 2 journées, le mercredi ou le jeudi, pour arriver sur le site du festival. Ils vont choisir un horaire et une ville de départ. Et en fonction donc du trajet à accomplir, le prix du transport varie, donc le prix total du billet est susceptible de varier. La règle, c'est que les tickets ne vont être distribués qu'à l'intérieur du car. C'est-à-dire qu'il est impossible d'espérer réserver un ticket plus car, recevoir son ticket à la maison et ensuite se rendre sur le festival en voiture. Donc c'est vraiment, là encore une fois, sécurisé pour que les gens utilisent les transports en commun pour se rendre sur place. Et donc les tickets simples, là, c'est évident. Il s'agit donc juste de tickets qui donnent un accès au festival et à charge aux individus de se rendre sur place comme ils veulent. Ils peuvent le faire en transport en commun aussi, mais ils peuvent le faire avec leur propre véhicule. Mais il y a quand même pas mal de sociétés de transport privées qui organisent des trips to Glastonbury. C'est ce qu'avait fait en 2019 Sylvain et Maïté. C'est vrai? Ouais, ils avaient un ticket simple, ils ont pris un coach to Glastonbury et ça s'était bien passé, quoi. Ils avaient plein d'horaires, dès tôt le matin, enfin voilà, c'est pas parce que t'as un ticket simple que tu peux pas rejoindre quelque part ce flot. Alors en revanche, il y a peut-être une chose qui est intéressante à préciser, là, quand tu parles des transports qui sont organisés par des compagnies privées, il y a effectivement tout un tas de compagnies privées qui se greffent un petit peu à l'économie du festival. Mais il y a une chose qui est quand même très très importante, c'est que, et ça les organisateurs le précisent aussi souvent qu'ils le peuvent, il n'y a qu'un seul site qui commercialise les tickets. C'est l'entreprise SeaTickets qui fait ça. Et donc, pour ce qui est de la phase d'enregistrement ou de prévente ou toutes les phases ultérieures, l'URL à connaître, c'est glastonbury.seatickets.com. Et tout se passe là et pas ailleurs. Donc, en fait, il y a des gens qui essayent de fourguer des tickets, genre tickets en revente ou tickets VIP, etc. Et c'est forcément des conneries.
Donc ça, c'est super important. Il y a juste une URL à connaître. Je la redonne. glastonbury.ctickets.com. Donc la prévente, c'est en novembre, c'est-à-dire en novembre 2023 pour le festival 2024. Ça fait un peu tôt par rapport au festival parce que on le disait au tout début, on a toujours aucun nom, on est en février, donc en novembre, on a 0 information. Donc en fait, on ne paye pas tout le prix du billet à ce moment-là, on paye seulement un acompte. L'objectif de tout le monde, c'est d'arriver à rentrer sur le site pour pouvoir s'inscrire et réserver ses tickets. Et ça, en fait, ça nécessite de verser pour un ticket simple 75 livres. Pour un ticket plus car, ça va être 75 livres plus le prix du transport. Mais en tout cas, on ne paye qu'une faible part du ticket qu'on est en train de réserver. Et ça n'est qu'au mois d'avril, on va décider définitivement d'aller au festival ou pas. Et donc, si on décide de pas y aller, en fait, on va récupérer cet acompte moins des frais de gestion. Bon, en fait, à mon avis, qui sont des frais plus faits pour dissuader des gens de prendre des tickets alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de savoir s'ils vont y aller ou pas. Et donc, en fait, on perd sur l'opération 25 livres par ticket. Donc le jour de la prévente, il faut avoir quelques informations à portée de main. Évidemment, sa carte bleue pour payer l'acompte. Et il va aussi vous falloir les identifiants qui vous permettront de réserver votre place pour vous et éventuellement pour quelques-uns de vos amis, puisqu'on peut prendre plusieurs places d'un coup, maximum 6. Et pour chaque personne, il faut 2 informations absolument primordiales. Le numéro d'enregistrement qui vous est communiqué une fois que votre enregistrement a été validé et votre code postal. Le code postal de chacun des participants associé à leur numéro d'enregistrement. C'est les 2 informations qui sont demandées pour réserver un billet pour quelqu'un. Donc le conseil avant la prévente, c'est de préparer un fichier dans lequel on a inscrit les numéros d'enregistrement et les codes postaux, en anglais zip code, hein, si vous avez un doute, de chaque personne du groupe, et donc maximum 6 personnes, de façon à pouvoir faire des copier-coller rapides sur la page de réservation si vous avez la chance de la voir. Oui, parce qu'en fait, contrairement à plein de sites de vente, le jour de la vente sur Ctickets, ce n'est pas une file d'attente qui vous attend, mais plutôt, comment dire ça? C'est une sorte de tirage au sort permanent où en fait, à chaque fois qu'on fait un refresh sur sa page, on a probablement un pourcentage de rentrée dans la vente. C'est très aléatoire et du coup, c'est pour ça qu'on conseille le jour J d'être le plus nombreux possible pour essayer de rentrer sur le site, chacun sur son ordinateur, pour augmenter le nombre de chances de passer. Ça, c'est clair. En fait, il faut être hyper appliqué au moment de la prévente. C'est-à-dire qu'il faut arriver, il faut que l'ordinateur soit prêt, allumé à l'avance. D'ailleurs, ce qu'on a oublié de préciser, c'est la durée des opérations est relativement courte. Alors là, cette année, pour l'édition 2024, la prévente qui a eu lieu en novembre dernier a duré un peu moins d'une heure, je crois. Un peu moins d'une heure parce qu'il y a eu des petits incidents en cours de vente et que donc beaucoup de gens ont été très ralentis. Et le site a été peu accessible, voire pas accessible pendant plusieurs minutes au milieu de la vente. Ouais, alors là, les bugs aussi sont assez fréquents. C'est sur les forums, on voit sans arrêt les gens râler parce que, encore une fois, ça a bugué. Mais il y a trop de monde pour qu'il n'y ait pas le moindre aléa. Mais normalement, une vente, ça devrait durer un peu plus d'une demi-heure, pas davantage. Donc, il faut être vraiment là à l'heure, à la seconde près, et être très très motivé. Et puis, s'il y a 6 personnes dans le groupe, ça fait 6 fois plus de chances d'y arriver que si on est tout seul. Ça paraît assez évident, mais ça va mieux en le disant. En tout cas, la seule chose à laquelle on puisse attendre quand on participe à cette prévente, c'est de tomber sur une page d'attente.
Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vraiment très coordonné avec son équipe. Généralement, on réserve pour plusieurs personnes et on s'organise sur le serveur Discord de Glastotrip pour savoir qui a réussi à rentrer sur ce site. Et généralement, il faut pas perdre patience. On attend tous une dizaine de minutes devant cette page d'attente. Et dès qu'une personne est rentrée, on touche plus à rien. On respire un grand coup. Et c'est le moment de rentrer les informations et d'échanger avec les autres personnes sur le forum, par SMS ou par tout autre moyen pour faire une réservation commune. Le maître mot dans cette histoire, c'est qu'effectivement, il faut être assez coordonné, il faut être collectif, il faut être impliqué, il faut être motivé, vraiment motivé. Et concentré. Et concentré, oui. À propos de la page de paiement aussi, il faut vérifier que la carte bancaire est compatible. Alors des fois, il y a des gens qui ont pas la carte bancaire qui va bien, ça marche pas. Donc c'est là aussi l'intérêt d'avoir des amis qui sont éventuellement en capacité de communiquer des coordonnées de carte bancaire qui elles vont passer le paiement. Mais effectivement, c'est assez restrictif chez Citickets au niveau des cartes bancaires étrangères. Il faut que ce soit des cartes de crédit. En général, en France, on a des cartes de débit, c'est-à-dire qui consultent en permanence, qui vont demander au préalable une autorisation à la banque pour effectuer une transaction. Mais c'est pas très courant dans les pays anglo-saxons, où ils ont plutôt des cartes de crédit. Alors la carte de crédit, par opposition à la carte de débit, faut faire gaffe, c'est un faux ami parce que en fait, c'est la carte de crédit, c'est une carte à débit différé. C'est celle sur laquelle vous allez être facturé à la fin du mois en fait. Ouais, généralement c'est ça. C'est-à-dire que en tout cas, ça figure en toutes lettres sur votre carte bancaire. Si vous avez une carte de crédit, c'est marqué dessus. En tout cas, c'est effectivement un stress énorme quand on y est, qu'on attend de passer la fameuse page qui vous dit voilà, il y a beaucoup de monde, faut faire la queue. Et quand on a la chance de rentrer sur le site et qu'on voit apparaître les premiers formulaires, c'est aussi le stress avec les copier-coller, la vérification des opérations, cocher toutes les cases, rentrer le numéro de CB, etc. Donc encore une fois, il faut être organisé et motivé. Pas paniquer et avoir ses amis autour de soi. Effectivement, fonctionner en groupe, c'est ce que font la plupart des Anglais d'ailleurs. Ils créent ce qu'ils appellent des syndicats et c'est ce qu'on essaye de créer sur Glastotrip. À ce propos, on donnera un coup de main à ceux qui n'ont pas leur ticket pour la prochaine revente. Donc voilà, si on a réussi à passer toutes les pages de la prévente, normalement, on reçoit dans les minutes qui suivent un mail qui nous confirme qu'on a bien réussi à récupérer des places pour Glastonbury. Et là, c'est champagne. Ah ouais, là, c'est la fête en général. Hein. on en a vu vraiment joyeux lors de la dernière prévente. Moi, c'est pas vraiment une joie, c'est surtout une descente de pression, quoi. Tout va bien. Je me souviens de la première prévente à laquelle j'ai participé, du coup, en novembre 2022. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai jamais vu la page pour acheter des billets. En fait, j'ai continué à faire F5 tout le long. J'ai toujours été sur la page d'attente. Grâce à Jérôme, j'ai eu une place. C'était génial. Mais c'est vrai que c'est la frustration aussi quand t'as pas réussi à passer la page et tu te dis mais c'est pas possible. Comment les gens ils font pour rentrer? Pourquoi moi ça marche pas? C'est vraiment. Et du coup, cette année, j'ai eu la chance. J'étais celle du groupe qui a passé, en 2023, j'étais celle du groupe qui a passé la page d'attente pour arriver sur la page à remplir. Et on est ultra content de voir la page à remplir. Et en même temps, on est ultra stressé parce qu'on se dit, oh là là, il y a les 6 personnes du groupe qui comptent sur moi. Il ne faut pas que je me plante. Donc, quand on arrive le mail de confirmation, là, c'est le petit soulagement, comme dit Laurent, quoi. Ouais, tu veux dire une de ceux, hein, parce que j'y suis arrivé aussi.
Il y en a d'autres qui comptaient sur moi. Ouais. Et tu parlais d'anecdotes, Jérôme, et je me souviens d'une année où malencontreusement j'avais pris mes vacances au moment de la prévente de Glastonbury. Et il s'est avéré que j'avais pas beaucoup de réseau. J'étais sur mon téléphone portable au bord de la plage. Il était peut-être 11 heures d'ailleurs là où j'étais. C'était très bien. Mes amis avaient réussi à arriver sur la page de réservation, mais au moment du paiement, ça allait pas. Pour la simple et bonne raison que personne n'avait une carte à paiement différé. Et du coup, cette année-là, même si j'ai participé de loin avec peu de réseau, j'ai pu, avec ma carte à débit différé, débloquer la situation. Donc, même de loin, quand on n'est pas préparé, quand on participe pas vraiment au truc, il y a toujours une solution. Donc, la moralité de cette histoire, c'est que il faut avoir une carte marquée crédit dessus. Très, très, très important. Après aussi, tout ça, c'est des petites choses et des petits détails sur lesquels on échange beaucoup sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur place. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, on va aider les personnes qui n'ont pas réussi à avoir leur ticket lors de la prochaine revente. Donc maintenant, tout le monde est content, ou presque. Bon, les gens qui sont les heureux élus se réjouissent et sont dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à attendre une affiche, à attendre des noms, jusqu'au moment où on arrive à l'étape 3, le paiement du solde. Oui, parce qu'en fait, comme on a payé qu'un acompte au moment de la prévente en novembre, on considère que c'est une prévente parce que on a encore le choix, jusqu'au paiement du solde, de ne pas aller à Glastonbury, même si on a réussi à obtenir un ticket en novembre. Donc, on doit choisir jusqu'à fin mars si on décide d'aller à Glastonbury pour l'édition en cours ou pas, si on a réussi à avoir sa place en novembre. Et si on décide d'y aller, eh bien, il faut finir de payer sa place dans le temps imparti, qui est en général d'une semaine. Oui, en général, c'est du 1er au 7 avril. En général, à cette époque-là, on a déjà une meilleure idée de l'affiche qui se tiendra à Glastonbury et on peut se faire une idée de si on veut y aller ou pas y aller. Moi, personnellement, je dirais que cette première affiche, elle me donne rarement vraiment envie parce qu'il y a que des gros noms, que des choses que j'ai pas forcément envie de voir. Mais finalement, je me dis que le meilleur est à venir. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les têtes d'affiche, mais ouais, c'est assez parcellaire. On a moins d'une centaine de noms sur cette affiche-là, et alors qu'il y a plusieurs centaines d'artistes qui vont venir. Mais je pense qu'effectivement, les organisateurs ont à cœur de donner quand même un résumé de la programmation avant que les festivaliers ne payent leur solde. En tout cas, c'est maintenant traditionnel depuis un bon paquet d'années. Et justement, c'est un sujet qu'on réabordera au moment des news en fin d'épisode. Ouais. Pour tout dire, ces 2 dernières années, au moment où il y avait la première affiche, je me demandais toujours si j'avais vraiment envie d'aller à Glastonbury. Mais finalement, je sais que le festival se limite pas à ces noms-là et que c'est toujours une expérience et j'ai jamais manqué un rendez-vous. Ouais, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait ce système de paiement du solde pour les gens qui ont un impératif, ils peuvent vraiment pas y aller, quoi. Même s'ils avaient très envie d'y aller, mais malheureusement, c'est pas possible. Précisons par ailleurs que justement, si on paye le solde entre le 1er et le 7 avril, eh ben c'est bon, on va recevoir son ticket. Par contre, si on veut pas aller à Glastonbury, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que justement, on ne va pas payer le solde. Et à partir de ce moment-là, à partir du 7 avril, on considère que le ticket est annulé et on va recevoir sur le compte bancaire qui a servi à faire le paiement, on va recevoir le remboursement, les fameux 50 livres qu'on évoquait.
50 livres sur 75, non? 50 sur 75, c'est-à-dire qu'ils retiennent 25, comme je disais tout à l'heure, pour dissuader les gens qui auraient tenté euh, de réserver une place en ayant une vague idée de s'ils allaient y aller ou pas, quoi. Ils veulent quand même avoir des gens qui sont impliqués dans le process et qui vont pas tous annuler, quoi. Et donc, dans les petits conseils sur la partie paiement du solde, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de regrouper les tickets à payer en un seul paiement, parce qu'en fait, il y a des frais d'envoi pour les billets. Donc, si vous désignez une personne, éventuellement, si vous avez réservé à plusieurs groupes séparés au moment de la prévente, et là, vous pouvez toujours regrouper plusieurs tickets Maximum sur un 6, seul. encore une fois. Maximum 6, ouais. Sur un seul paiement, ça vous permet de payer une seule fois les frais d'envoi des billets. Et les billets seront envoyés au lead booker, donc la personne qui a payé les frais, les billets pour tout le monde. Donc ça fait un montant significatif, mais vous économisez des frais d'envoi. Et encore une fois, les contraintes de carte bleue sont les mêmes que pour la prévente. Tous les billets qui n'ont pas été soldés pendant la première semaine d'avril seront remis en vente lors de la 4e étape, la revente. Exactement. Et alors ça, c'est le grand mystère de Glastonbury. Il se refuse systématiquement à indiquer le nombre de tickets qui sont disponibles à la revente. Alors, il y avait un moyen approximatif d'évaluer ce nombre, c'était de regarder la durée de la revente et donc d'en déduire approximativement, en comparant avec la prévente, quelle était la quantité de tickets. Mais c'est une méthode qui est quand même vraiment très très approximative. Ce qu'on peut en retirer, c'est qu'il y a quelques dizaines de milliers de tickets qui sont remis en vente, peut-être 20 ou 30 000. Mais bon, ça reste vraiment très très approximatif. Les organisateurs se refusent totalement à fournir ce chiffre. C'est le même principe que la prévente, donc il faut un enregistrement avant les dates de la revente. Donc si vous n'êtes pas encore enregistré, vous pouvez quand même vous enregistrer maintenant et espérer avoir des places à la revente qui aura lieu en avril pour l'édition de 2024. Et sachez que, encore une fois, faire son enregistrement, faut pas le faire au dernier moment, faut le faire tout de suite. Si vous pensez que peut-être vous pourriez participer à la revente, voilà, ça, un jour, hypothétiquement, bah, ça coûte rien de créer un enregistrement. Roman, tu disais au début que c'est le même principe. Alors, à une différence près, c'est que lors de la revente, au lieu de 6 tickets, on peut en réserver que 4. Donc le panier est maximum 4 tickets dans chaque réservation. Et la petite subtilité aussi, c'est que là, cette fois-ci, par contre, il faudra payer le billet dans son intégralité. Exactement, il faudra payer le billet intégralement. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, c'était la première fois que ça arrivait, en fait, on ne payait pas les tickets à la fin du process de réservation. Ce qui se passait, c'est qu'on validait la réservation et on recevait un mail avec un lien pour régulariser le paiement dans les 24 heures. Donc ça, c'était une méthode toute nouvelle. Je ne sais pas s'ils ont prévu de la remettre en place pour la revente qui aura forcément lieu cette année. Mais ça a provoqué quelque chose, c'est que ça s'est déroulé beaucoup, beaucoup plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, ça durait un bon quart d'heure jusqu'à 20 minutes. Et l'année dernière, ça a duré 7 minutes. C'était vraiment très, très rapide. Parce que la phase de paiement, effectivement, prend un petit peu de temps. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les infos importantes pour réussir à obtenir une place pour aller à Glastonbury. Donc si on résume très rapidement, la première étape, c'est l'enregistrement. Très très important. Faites-le même si vous n'êtes pas sûr de vouloir aller à Glastonbury. Ça sert toujours.
Ensuite, la deuxième étape, c'est la prévente qui a eu lieu en novembre. Donc ça, c'est déjà passé pour l'édition 2024. Et aujourd'hui, on est juste avant la troisième étape, le paiement du solde, qui aura lieu la première semaine d'avril. Mais si vous n'avez pas encore votre place, il est toujours temps de vous enregistrer pour la revente qui aura lieu probablement fin avril. Et on n'insiste jamais assez, mais voilà, rejoignez le Discord si vous voulez avoir plus de chances d'obtenir une place. On s'organise, on crée des groupes. Même si vous ne connaissez pas les autres gens dans votre groupe, voilà, vous avez plus de chances d'obtenir des places et les liens du Discord sont disponibles sur le site de Glastotrip. How do you think your herd of cows are going to react to the sounds of folk and rhythm and blues? They do like the music very much. We have it in the stalls and they're used to it. Donc on est dans la deuxième moitié du mois de février. Au moment où on enregistre cet épisode, on n'a toujours aucun nom qui a été communiqué par l'organisation de Glastonbury. Ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas été dans ce cas-là. J'avais l'impression, en fouillant un petit peu, que ça n'avait pas été le cas quasiment de ce siècle. L'année dernière, on avait eu Elton John qui avait été annoncé début décembre. On avait déjà plusieurs noms à ce stade de l'année. Et donc, on va devoir se contenter une nouvelle fois de faire des suppositions sur qui pourrait ou ne pourrait pas participer à cette édition 2024. C'est quand même surprenant qu'à ce stade, on ait aucun nom. C'est extrêmement rare qu'on soit dans cette situation d'avoir vraiment aucun nom. C'est vraiment presque très étrange, quoi. On espère quand même qu'on aura le droit à cette première affiche avant le paiement du solde. D'habitude, on y a le droit. Ça fait plusieurs années que ça fonctionne comme ça. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, c'est que il me semble bien qu'en 2011, la première année où j'y suis allé, ils nous ont pas donné l'affiche avant qu'on ait payé le solde. En revanche, on savait qu'il allait y avoir U2. Et peut-être ils avaient donné un autre nom ou deux autres. C'est déjà arrivé que l'affiche, elle arrive après le paiement du solde. En revanche, zéro information au moment du paiement du solde, je pense que c'est jamais arrivé. Donc effectivement, de deux choses l'une, soit ils vont nous lâcher un nom là incessamment sous peu, ou alors il faudra qu'on attende l'affiche, et l'affiche, ce sera forcément dans un mois, quoi. Ou moins. Au moins, on va dire moins. Émilie Evis, si tu nous entends, nous sommes très impatients. J'ai peur qu'elle ne parle pas français. Quel dommage. Emily Davis, if you hear us. Please give us a name. Just one name, please. Ah, Sam. Non, en même temps, faut pas se focaliser sur des têtes d'affiche. À Glastonbury, il y a beaucoup plus que ça. C'est un festival où c'est une ambiance qui prime. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. On n'a pas besoin d'une affiche pour acheter un billet pour Glastonbury. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce point. Je pense en revanche que pour une grande partie du public, ça reste important. Il y a clairement deux écoles, hein, là. Il y a ceux qui sont attirés par l'affiche, et puis ceux qui sont attirés par les aspects différents du festival, qui est plutôt mon cas, ce qui semble être le tien. Puis effectivement, la richesse de la programmation fait que il y a toujours moyen de trouver largement de quoi faire son bonheur, hein, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont là pour l'affiche. C'est vrai. Ouais, mais je pense aussi à ceux, notamment sur le forum Glastotrip, qui disaient que ça manquait un peu de groupes indie ou que c'était du déjà vu, mais faut pas s'inquiéter de ça en fait. Ah oui, ça, c'est clair qu'il y aura toujours quelque chose. Et puis des découvertes, des groupes en devenir qu'on connaît même pas encore aujourd'hui. Donc, non, moi, effectivement, je me fais pas de soucis pour la qualité de programmation. Ça, clairement pas. Mais ouais, les gens attendent des noms, là. On peut peut-être revenir un peu sur justement quelques noms qui traînent encore. Alors, à dire, j'en profite aussi pour revenir sur l'épisode précédent où j'envisageais ACDC. Donc, il semblerait que ça ne se fasse pas. Donc, j'avais bien compris cette histoire de compte à rebours, mais j'avais trop espéré que le lundi suivant, ils allaient nous donner enfin un nom, et donc que ce serait celui-là. Mais c'est pas le cas, et je pense que compte tenu des dates de leur tournée, a priori, ils mettent des intervalles importants entre chaque concert.
ils passeront pas par Glastonbury. En revanche, il y a quand même un certain nombre de rumeurs qui sont persistantes. Alors, les 2 premiers noms que je vais citer et qu'on ne cesse de citer tout le temps, c'est Coldplay et Dua Lipa. Et après, il y a d'autres noms qui sont apparus un peu récemment. Alors, le premier, je vous avouerai que je ne connais pas. Pourtant, ça pourrait être une tête d'affiche. C'est Shania Twain. Connaissez-vous? De nom, juste de nom. Alors, c'est pas trop ma génération, mais je pense qu'on connaît tous au moins un ou deux titres de Shania Twain. Est-ce que tu peux nous les fredonner parce que on n'est pas de ta génération non plus, mais on ne connaît pas. C'est impossible que tu ne connaisses pas une seule chanson de Shania Twain. Par exemple, si je te dis Man, I Feel Like a Woman. Dun, ta-da-na-na-na-na-na. Ah, c'est Ah bah elle? oui, je connais, exact. Ah bah voilà, tu vois, Ok. tout le monde connaît une chanson de Shania Twain. D'accord. Et Laurent, t'as été fort, on a eu droit à notre fredonnement. Après, je vous cache pas que je suis loin de connaître son répertoire. Mais je pense que oui, effectivement, ça reste un monument de la musique. Après, elle est plus trop à l'ordre du jour, hein, je crois. Donc, peut-être elle relance sa carrière, je ne sais pas. Mais alors, elle est pas programmée au BST de Hyde Park? Bah, il me semble elle est annoncée au BST, ce qui est pas rien, quoi. C'est quand même c'est le gros truc en plein Londres, là. Mais, bon, il faudrait vérifier ça, mais il me semble. Il me semble. Donc, visiblement, alors aussi, c'est toujours pareil, hein, c'est que certains artistes en France ont moins de notoriété qu'ils peuvent en avoir chez les Anglais. Donc, Si tu as raison, elle est annoncée le samedi soir au BST, euh, donc le 7 juillet. en fait, pour tout vous dire, là, moi, je liste les strong rumors du site de référence eFestivals. Et donc, dans les strong rumors, on trouve aussi Stevie Wonder, dont on parle depuis quelques temps déjà. Artiste sur lequel j'avais fait l'impasse lors de l'épisode précédent parce que je sais pas, je me dis que ça fait pas si longtemps qu'il était là. Cela dit, ça fait plus de 10 ans puisqu'il avait en fait fêté le 40e anniversaire de Glastonbury et qu'on a passé le 50e. Mais bah oui, pourquoi pas en fait. Mais alors, ce qui me surprend, c'est d'où vient cette info? Où c'est que eFestival a trouvé cette info-là? Parce que je ne l'ai vu passer nulle part ailleurs. Alors, est-ce que vous avez vu passer quelque chose? Bah, j'avais cherché déjà pour l'épisode précédent et j'avais absolument rien trouvé. Donc, dans le doute, je m'étais dit que c'était pas forcément nécessaire d'en parler. Mais c'est vrai que la rumeur est toujours là, donc je ne sais pas quelles sont les sources. Peut-être quelqu'un qui est très bien renseigné. eFestival, en tout cas, ils étaient assez proches des organisateurs, fut un temps, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a des moments où ils ont des fuites qui sont assez intéressantes, mais c'est la plupart du temps corroboré par la presse. Ah, il y a une autre source qui d'habitude n'est pas d'une fiabilité énorme sur le reste des informations, mais qui l'est en général à propos de Glastonbury, c'est le Sun. Et là, par exemple, dans le Sun, il n'y a rien. Mais j'ai vu un des noms que j'avais pas vu depuis longtemps dans les affiches de festival, comme Nine Nother Junior. Je sais pas si c'est toi, Jérôme. Ouais, si c'est toi qui m'en a parlé de les avoir vus. Je sais pas si c'était à Glastonbury. Ouais, c'était ça à The Park. Et donc c'est un groupe qui commence à retourner cette année, qui a l'affiche de je ne sais plus quel festival. Ouais, c'est super sympa Et à voir pourquoi comme pas? groupe. Ouais, pourquoi pas? Mais si j'ai une dernière supposition ou un dernier vœu, ce serait bien celui-là. Ouais. Et alors, sinon, Roman, donc la dernière fois, tu disais que tu aimerais bien voir The Streets. Ouais, Bah, visiblement, ils seront là. mais ça serait super cool. C'est parce que en fait, ils étaient. Alors, c'est le cas aussi pour Arlo Parks à la Pilton Party. Donc, la Pilton Party, c'est une soirée qui est organisée par Michael Levis
au mois de septembre chaque année pour les locaux, on va dire les voisins du festival, pour les remercier de supporter toute la gêne occasionnée par le festival. Donc il organise un concert. Et donc cette année, il y avait The Streets et Arlo Parks. Et en général, les groupes qui sont là à la Pilton Party sont programmés l'édition qui suit à Glastonbury. Donc ils devraient être là tous les deux. Ça serait vraiment étonnant qu'ils soient pas là parce qu'ils sont quand même à l'affiche de beaucoup de festivals, les deux, hein, pas juste The Street. Donc ils font une grosse tournée des festivals en Angleterre cet été. Donc voilà, ça serait étonnant qu'ils soient pas à Glastonbury. Et s'ils seront là, eh ben je serais très ravie. Bah a priori tu peux compter là-dessus. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast. Vous êtes normalement au courant de tout ce qu'il faut savoir pour obtenir une place à Glastonbury. Et si jamais vous avez encore des questions, venez nous les poser sur le Discord. Et si jamais vous avez simplement envie de discuter de tout et de rien avec la communauté, bah venez aussi. Salut. Salut. Bonne nuit. Salut.